Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 15 juin 2023. On se fera un point BTC-ETH, mais surtout macro. On parlera de l'inflation. J'ai pas fait de point des chiffres d'inflation hier mardi. Et aussi hier le FOMC. On parlera un petit peu du discours de Powell et on va commencer par ça aujourd'hui. On parlera un petit peu de la Chine aussi. Alors, bon, pour l'inflation, on avait un consensus à 4,1% au niveau du CPI, on est venu taper les 4%. Donc l'inflation ici qui continue de baisser, ça y a pas de problème. Par contre, le core CPI qui est toujours assez haut, c'est ce que la Fed regarde avec attention, il reste toujours assez haut. Et du coup, hier soir, on a eu le discours. Et donc le discours, il en sort quoi? Bon, déjà, pas de hausse de taux. Ça, c'est ce qui était pricé par le marché. Ça, je vais la voir. Où est-ce que j'ai ça? Non, je l'ai pas ici. Normalement, j'avais le lien ouvert. Peut-être que je l'ai fermé. Ici, ouais. Donc, bon, là, j'ai plus les chiffres, malheureusement, mais en gros, il y avait genre 5% de probabilité qu'on ait une hausse de taux. Par contre, pour le 26 juillet, c'est déjà beaucoup plus probable, ok? Powell, hier, annonce qu'il n'y aura pas une dernière hausse, mais potentiellement plusieurs hausses de taux. Donc, il a dit, en tout cas, il y en aura encore plusieurs cette année. C'est une chose qui n'était pas prévue. Deuxièmement, ce qu'il a pu dire, c'est que la target des 2% reste maintenue au niveau de l'inflation, donc ils vont tout faire pour ramener l'inflation à 2%, ça bouge pas, on le sait depuis des mois et des mois. Il a dit également qu'il n'y aura pas de baisse des taux en 2023, ok. Donc tout simplement, ceux qui se disaient bon, peut-être un pivot fin 2023 ou autre, non, en tout cas ils confirment pas ça pour 2023, ce sera probablement pas avant 2024. Et une autre bombe qui a été sortie, c'est que il se pourrait qu'on assiste pas à une baisse des taux encore pendant quelques années. Donc en gros, ça voudrait dire que hier, il a littéralement dit que ça se trouve en 2024, les taux resteront hauts et peut-être que ce sera en 2025 qu'on pourra rebaisser les taux. Bon, faut savoir que est-ce que j'ai ça ouvert quelque part? Non, je vais l'ouvrir ici, vous savez quoi? Hop. Faut savoir que la Fed a pour objectif de ramener la balance sheet de la Fed, ok, à 5 trilliards pour environ juin 2025, ok? Non, pardon, 6 trilliards. Donc là, on est à 8,4 trilliards. Eux, ils auraient pour objectif de ramener ça à 6 trilliards pour juin 2025. Donc si jamais ils tiennent leur parole, ça voudrait dire qu'on resterait en période de QT. Donc QT, c'est quoi? C'est-à-dire resserrement monétaire, ok? On évite l'impression monétaire. Et carrément, on fait un retrait de liquidité jusque juin 2025, ok? Donc ça voudrait dire que les États-Unis, eux, sont toujours en QT jusqu'en juin 2025. Bon, comme vous le savez, idéalement, pour avoir des rallyes Bitcoin, etc., il faut une banque centrale qui imprime de l'argent, etc. Il faut que la liquidité augmente pour qu'on puisse avoir de l'argent frais qui rentre dans tous les types de secteurs, enfin dans tous les secteurs, que ce soit le marché boursier, donc les actions, les indices, etc., ou que ce soit les crypto-monnaies. J'essaie de repenser à ce que Powell a dit quelque chose d'autre ou pas. Non, pas grand-chose de plus important. Donc prochain rendez-vous le 26 juillet. Et pour revenir là-dessus, donc eux, enfin en tout cas Powell confirme bien que la planche à billets qui retourne, c'est pas pour tout de suite. Ok. Ça serait, enfin déjà, si l'objectif il est atteint, ça serait pas avant juin 2025. Bon, déjà il dit les taux on va pas les baisser. Donc l'objectif de Powell c'est de faire quoi? C'est de ne plus trop monter les taux, de les laisser autour des 5,25, peut-être les monter à 5,50 voire 5,75, ok. Et de laisser les taux hauts pour que justement on ait des emprunts bancaires compliqués, donc ce soit compliqué d'entreprendre, ce soit difficile d'emprunter de l'argent, qu'on ait une hausse du chômage, donc le chômage est bien en train d'augmenter, ça, il n'y a pas de problème. Ici, vous voyez, le chômage est en train de repartir à la hausse aux États-Unis. Et il faut savoir que hausse du chômage égale baisse d'inflation très généralement. Donc ce qu'ils veulent, en fait, c'est une récession, clairement. Donc là, leur objectif, c'est de plus trop monter les taux pour pas mettre trop de pression sur le système bancaire, ok, qui a déjà du mal, de pas trop mettre trop de pression sur les bonds, ok, et aussi pas trop mettre trop de pression sur la dette américaine, et de laisser les taux assez hauts pour que, on va dire que le naturel fasse son travail, c'est-à-dire augmentation du chômage, donc récession prochaine et donc baisse de l'inflation sans continuer de monter trop les taux. Mais bon, là, le chômage est en train de monter, mais pas énormément, donc c'est pas tout de suite que le chômage pourra influencer sur l'inflation. Et du coup, on a, contrairement à tout ça, on a la Chine qui, elle, a quelques jours, donc on a eu des petites rumeurs autour de la Chine et son gouvernement qui serait en train de considérer un large scale stimulus package. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ils seraient en train de reconsidérer comment dirais-je, de redynamiser l'économie, de rebooster en fait leur économie, de restimuler
leur économie. Et ça passe par quoi? Très généralement, des injections monétaires. Donc là, en fait, actuellement, on voit que la Chine, ça je vais l'avoir ici, on voit que la Chine, elle est clairement dans un retrait de liquidité, si on le met sur le dollar ici. Euh, donc ça diminue, ok? Donc la Chine pourrait bientôt restimuler son économie. Elle l'a fait. Elle l'a fait septembre 2022 et elle l'a accéléré en fin 2022 et on voit que ça concorde d'ailleurs avec le rallye du Bitcoin ici. Donc c'est pas genre la Chine qui est venue acheter du Bitcoin, juste que les impressions monétaires, le Bitcoin apprécie beaucoup. Et donc ici on voit que quand ils ont commencé à bien faire tourner la planche à billets décembre 2022 jusqu'à février 2023, le Bitcoin a fait un bon rallye, ils se sont calmés, le Bitcoin a dip, ensuite c'est les États-Unis qui ont boosté pour sauver leur banque, on a eu un gros rallye et depuis que la Global Net Liquidity, donc ça c'est quoi? C'est quand on ajoute les États-Unis, la Chine, l'Europe, le Japon, etc., on voit que on est en fait en train de rebaisser, tout simplement. On n'est plus en train d'imprimer de l'argent au niveau des banques centrales, mais on est en train de rediminuer tout ça. Et on voit ici que quand ça a augmenté, le Bitcoin a bien apprécié, et depuis que ça rebaisse, le Bitcoin baisse ici. Et ici en vert, c'est l'impression de stablecoin qui diminue également, donc on a de moins en moins de stablecoin ici. Et ça aussi, ça fait moins de liquidité, enfin ça fait moins d'argent frais pour acheter des crypto-monnaies. Donc c'est ce qui fait qu'il y a moins de demandes, ok? Et du coup, si les États-Unis, jusqu'en 2025, sont en resserrement monétaire, en tout cas c'est ce que eux sont en train de nous promettre, de nous dire oui, faut ramener le bilan à 6 trilliards. Faut également, il n'y aura pas de baisse de taux en 2023 et peut-être même pas en 2024. En tout cas, on rebaissera peut-être pas les taux pendant plusieurs années. Bon, ça indique quand même que ça peut rester en QT encore jusqu'en peut-être 2025. Mais bon, lui, le Bitcoin, il a son halving en 2024 et très généralement, le Bitcoin, il est haussier autour de son halving et il fait ses cycles haussiers généralement 6 mois, 1 an après son halving. Donc ça voudrait dire bull market de la crypto-monnaie en 2025. Mais qui va booster tout ça? Probablement la Chine, puisque comme je vous ai dit, je vais essayer de vous montrer les sources. Hop, j'ai mis la lien de côté. Tac. On a la Chine qui prépare un petit stimulus, ok, parce que son secteur immobilier est un peu en PLS, donc la Chine a un peu de mal. Et du coup, là, la première étape, donc ce serait pas pour maintenant, mais la première étape pour la Chine, c'est quoi? C'est déjà ici, donc ça, c'est l'information qui est tombée ce matin. La Chine a baissé les taux d'emprunt moyen terme pour la première fois depuis 10 mois, et donc on est passé de 2,75 à 2,65. Donc c'est faible, mais ça montre bien que la Chine, elle est déjà prête à refaire un pas vers le QE. Donc le QE, c'est quoi? C'est quand on crée de l'argent, on baisse les taux un maximum pour stimuler un maximum l'économie. Enfin, en gros, on a des taux bas, donc on a beaucoup d'emprunts, on a de la création monétaire qui se fait, etc., etc. Tout le contraire du QT. Donc les États-Unis sont en QT, la Chine est encore en QT également, mais peu à peu, elle est en train de vouloir rebasculer dans un QE, donc de restimuler son économie, et elle le ferait en premier. Pourquoi elle pourrait se permettre de faire ça? Parce que si on en croit ce que communique la Chine, ils ont une inflation à 0,2%, ce qui est très faible. C'est ceux qui ont été les moins impactés, avec les pays de Golfe, la Russie et la Suisse. Donc tout ce qui est Arabie Saoudite, etc., etc. Quand je parle de pays de Golfe, donc Émirats Arabes Unis, etc. Donc la Russie aussi, qui a une inflation qui est assez basse, la Suisse qui a réussi à très très bien gérer, et qui a des taux d'ailleurs très faibles, taux d'intérêt très faibles, parce qu'ils n'ont pas eu besoin de les augmenter beaucoup, et également la Chine qui a une inflation très faible. Donc la Chine peut se permettre, comparé aux États-Unis, de restimuler son économie, et aussi avant l'Europe. L'Europe, toujours 6% d'inflation, et les US, 4%. Objectif des US, 2%. Ok, et l'Europe aussi 2%. Donc l'Europe et les États-Unis, c'est pas demain qu'on peut booster, mais la Chine, elle, serait prête à le refaire. Et donc là, ici, on voit que, première étape, on rebaisse les taux d'emprunt pour forcer peu à peu les gens à refaire des crédits, à réemprunter de l'argent. Ok, donc peu à peu, ça s'amènera à un QE. Et donc, quand on compare un petit peu la cyclicité de la crypto-monnaie, ça serait en gros 2024, halving du Bitcoin, et peut-être 2024, voire fin 2024, début 2025, une Chine qui repart en QE et qui reboostera tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le bull market de 2017, pour ceux qui l'ont connu, quand le Bitcoin était passé de 150 $ à 20 000 $, donc c'était ici, ce n'est pas les États-Unis qui a boosté. Les États-Unis étaient en QT. Ok, les États-Unis, eux, ne créaient pas d'argent. On était vraiment dans une masse monétaire qui était en train de stagner. Et après, ils ont même réduit leur bilan ici. Et donc, on a eu le bear market du Bitcoin. La Chine également. Mais ce qui est intéressant, c'est que qui a boosté, c'est l'Europe et la Chine. L'Europe, elle, était clairement en QE, donc en création monétaire, depuis mars 2015, donc ça c'était la période de bottom du Bitcoin, ici, et elle, la Chine, était toujours en QT. La Chine est repassée en QE, ça a recommencé légèrement en janvier 2016, mais bon après ça a rebaissé, et sinon on est vraiment repassé en QE à partir de avril 2017. Donc on avait et l'Europe, ici, qui boostait son économie, qui a imprimé des milliards,
et la Chine. Là, je ne vous parle pas d'une impression de 100 milliards, là on parle de milliers de milliards qui a été imprimé, hein. Le bilan en dollars de la Chine, il était passé aux environs des... bon, ça c'est la net liquidity, mais on était passé de 4,9 trilliards à environ au top 5,7 trilliards, et l'Europe, elle, si je prends au niveau de la Chine également, c'était 4,2 trilliards jusqu'à 5,6. Donc là, on parle de milliers de milliards qui ont été imprimés, qui ont pu justement aller dans les marchés. Et donc ça a énormément... Enfin, le Bitcoin a énormément apprécié ça. Et donc quand il y a autant d'argent qui est créé, bah, bien sûr que ça peut aller dans les crypto-monnaies. Et on voit qu'en 2017, ce n'est pas les États-Unis qui ont boosté, mais c'était plutôt la Chine et l'Europe, surtout l'Europe. L'Europe qui a commencé bien avant et qui a imprimé beaucoup plus que la Chine si on compare. C'est assez similaire, mais en tout cas, Europe et Chine ont bien boosté. Mais il y a toujours une banque centrale ou plusieurs qui créent des milliers de milliards en fait pendant les bull markets du Bitcoin. Et c'est logique, quand vous avez des milliers de milliards qui sont créés, ça peut être injecté dans n'importe quel type de marché, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit... Là, c'est ridicule, hein, les crypto-monnaies, il fallait pas 1000 milliards pour les booster. Quelques milliards, ça suffit, parce que la liquidité était très faible et le marché était très jeune. Et on voit du coup qu'en 2020, toutes les banques centrales du monde, pendant le Covid, ont imprimé de l'argent, et les États-Unis, et l'Europe, et la Chine, et bien sûr le United Kingdom, et le Japon, etc. Donc tout ça, ça a permis de booster énormément les marchés. Et du coup, 2024, ce ne serait pas les US, mais ça sera à surveiller du côté de la Chine. Donc moi, c'est pour ça que je vais énormément surveiller le comportement monétaire de la Chine. Est-ce qu'ils vont se remettre à booster ou pas? Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Mais si la Chine commence à repasser en QE, à vraiment rebaisser les taux, et je vois que le bilan commence à augmenter, je vais me dire, ok, la Chine, ils sont en train de réimprimer. Il y a des chances pour que du coup, la global net liquidity, elle augmente. Même si ce n'est pas les US qui boostent, il y aura probablement la Chine. Je ne m'attends pas à ce que ce soit les US et l'Europe, parce que eux, en termes d'inflation, c'est catastrophique encore. Ils ne peuvent pas se le permettre. Ce sera probablement après 2025 pour l'US et l'Europe. Mais en tout cas, la Chine, ça pourrait arriver plus tôt que prévu, et aussi le Japon. Le Japon, qui eux-mêmes ont du mal en fait à avoir de l'inflation. Le Japon qui a été très très longtemps en déflation. Ici, Japon 3,5, mais pendant très longtemps, ils étaient en déflation, eux. Donc là, ça leur fait un peu de bien d'avoir de l'inflation ici. Et eux, c'est pas encore totalement maîtrisé, donc ça va être compliqué pour eux là, de immédiatement rebaisser leur taux. Mais déjà, ils ont eu une inflation qui a été pas très élevée. Ils sont montés à 4,3, bon là, c'est à 3,5. C'est pas énorme, ok, c'est pas énorme, mais eux, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, si jamais ça se remet à baisser, ils sont déjà sous les US en fait, en termes d'inflation, et sous l'Europe. Donc peut-être que 2024-2025, ça sera un bull market dopé à la liquidité japonaise et chinoise du coup. Et ce sera ça qu'il faut surveiller. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, et pas trop les États-Unis. En tout cas, pour l'instant, toutes les banques centrales sont en QT, donc c'est ce qui fait que c'est très compliqué d'alimenter justement la crypto-monnaie en liquidité, etc., etc. Et on voit que le marché crypto réagit énormément au comportement des différentes banques centrales. Pour l'instant, c'est réduction du bilan, donc le prix suit en fait tout simplement. Ok. Et donc les altcoins également. Voilà, je voulais vous parler de tout ça, c'est des informations extrêmement importantes. Franchement, ces infos, ça vaut de l'or. J'espère que ça aura pu vous servir à quelque chose. Et on passe du coup sur le technique. Alors, Bitcoin. On est enfin venu sur le niveau clé, j'en parle depuis quelques temps, 25 000 $, le premier arrêt, on est en plein dessus. Si ça tient, il y a des chances pour qu'on arrive à former un bottom dans ces prochaines semaines et qu'on puisse retourner au nord. Par contre, si ça ne tient pas, pour moi, ça sera direction combler les grosses zones d'imbalance, les creux dans le volume profile, et donc ça sera un retour pour moi honnêtement, entre 21 000 $ et 22 600 $. Ce sera les objectifs à venir chercher pour ma part, ok. Si cette zone des 25K ne tient pas, qui correspond d'ailleurs au gros support qui était l'ancienne résistance, premier arrêt si ça ne tient pas, le biais qui est bientôt proche de croisé bear, hein, la dernière fois qu'il a croisé bull, c'était ici en janvier 2023, la dernière fois qu'il était bearish, qu'il a croisé bear, c'était en décembre 2021, donc c'était au début du bear market. Donc là, ça voudrait dire que si ça recroise bear, bon, c'est un élément de momentum qui est baissier, la dynamique est baissière. Le marché enchaîne des structures baissières comme celle-ci. Donc, il y aurait ce qu'il faut pour justement faire des retours ou dans la zone de rechargement du dernier mouvement, donc entre 21 400 et du coup 18 700. Bon, moi, j'ai des éléments techniques qui m'invitent à penser que on peut revisiter 17 000 voire 18 300 $ avant l'halving. Pour moi, si on ne vient pas chercher ces niveaux de prix avant l'halving, on n'y viendra jamais en fait. C'est-à-dire que si on a l'halving en avril 2024 et que le Bitcoin n'est pas venu entre 17 et 18,3, il n'y reviendra plus, je pense. En tout cas, s'il y revient avant son halving, c'est vraiment une opportunité exceptionnelle pour avoir du Bitcoin à un bon prix, même si derrière on n'exclut pas peut-être un nouveau plus bas. Encore une fois, pour l'instant, on en est très loin, ok. Si Bitcoin tient 25 et qu'on voit vraiment de la structure haussière, on aura un bottom qui se dessinera ici pour la continuation, et donc on se dirigera vers les 35 000 probablement. Pour l'instant, le marché ne réagit pas. Peut-être qu'il va réagir ces prochains jours. Pour l'instant, ce n'est pas encore
le cas. Et des bonnes zones d'achat, tout simplement, zones de rechargement, si on y vient avant l'halving, c'est des zones exceptionnelles. Ça correspondra au prix de production moyen qu'on peut retrouver un peu partout. Bon, après, les plus grosses fermes minent entre 10 000 et 14 000 dollars. Donc, il faut se dire que post-halving, le prix moyen, vraiment le prix plancher de production, ce sera entre 20 000 et 28 000 dollars. Okay, on a beaucoup qui ne comprennent pas ce principe de prix de production, qui disent oui, le prix de production peut baisser, machin. Oui, il peut baisser, mais seulement si la difficulté, elle baisse. Ok. Et il y en a certains qui ne comprennent pas, c'est quoi le prix de production? Le prix de production, c'est le coût électrique, ok, en fonction de la puissance en TH que vous arrivez à obtenir. C'est comme une puce d'un iPhone, par exemple, où votre processeur, il consomme de l'électricité pour tourner, ok. Donc vous avez un rapport électricité-puissance. Le but des constructeurs, c'est de diminuer le coût énergétique. Donc ça va utiliser combien d'énergie avec la puissance que ça va délivrer. Pourquoi? Parce que moins ça... Bon là, j'entre un peu dans la technique, mais moins votre puce va consommer d'électricité, moins elle peut chauffer techniquement, et plus elle va aussi pouvoir donner de puissance. Enfin, il faut aussi que les constructeurs arrivent à accorder plus de puissance aux puces. Mais en gros, le rapport de tous les constructeurs qui font justement des puces, que ce soit des processeurs, des cartes graphiques, etc., et donc ça fonctionne un peu pareil pour les Antminers, c'est de produire plus de puissance avec le moins d'électricité possible. Ok, c'est ça l'objectif. Et donc plus les Antminers sortent des puces puissantes qui consomment moins d'électricité, plus justement ça, le prix de production, il peut diminuer. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, il faut bien comprendre que la technologie elle a son temps et on ne peut pas genre diminuer par 10 le coût énergétique et augmenter drastiquement la puissance. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, il y a des nouvelles puces qui sortent, ok, et donc ça, tout simplement, ça fait augmenter le hash rate parce qu'en fait, les puces sont de plus en plus puissantes. Il y a de grosses fermes qui sont en train de switcher sur ces nouvelles puces qui sortent, qui sont encore plus puissantes et qui consomment aussi un petit peu moins, ok. Mais la difficulté augmente. Donc plus la difficulté augmente, plus le prix de production aussi augmente, parce que plus on a besoin de puissance pour miner du Bitcoin. Donc c'est bien de sortir des puces plus puissantes et qui consomment un peu moins, mais à terme, la difficulté du Bitcoin, elle est comment? Elle est haussière. Donc c'est pour ça que le prix de production du Bitcoin augmente. Et ça, c'est un truc que vous devez comprendre. À long terme, le prix de production du Bitcoin augmente. Et quelle est la valeur intrinsèque d'une matière première? C'est son prix de production. Ok, on me dit oui, tu dis n'importe quoi parce que regarde le pétrole, il est parti sous son prix de prod. Ça a duré très peu longtemps. Ça arrive au pétrole, oui. Et c'est pour ça qu'en Arabie Saoudite, clairement, on se débarrassait de barils de pétrole parce que ça coûtait plus d'argent de les stocker que de les garder. Et ça a duré très peu longtemps. Mais si vous regardez la charte du pétrole, je suis désolé, mais le pétrole à long terme, il s'installe jamais très longtemps sous les 10-20 dollars. Et je pense que, je connais rien au niveau des prix de production déjà de l'extraction de pétrole et pour stocker tout ça, mais je pense pas que ça excède un coût de prod au-dessus des 10 à 20 dollars par baril. Ok, donc, ok, ça c'était vraiment exceptionnel, ça a duré même pas quelques jours et après on est remonté. Le Bitcoin pourrait faire de même, pourrait peut-être, je sais pas, aller à 8000 dollars un jour, très temporairement, mais en tout cas, ce qui fait justement les valeurs intrinsèques des matières premières, c'est leur prix de production. Comme l'or. L'or, pour extraire de l'or, c'est environ 1000 dollars l'once. Pourquoi en 2016 on n'est pas parti sous les 1000 dollars? C'était le prix de production. Pour extraire de l'or, c'était ces valeurs-là. Donc l'or, déjà, il faut se dire qu'environ, bon, je pense que c'est peut-être un peu plus haut maintenant, mais en gros, ça doit être autour des 1000-1200. C'est pour ça que l'or, on le reverra probablement jamais sous les 1000 ou 1200 dollars, parce que c'est le prix de production actuel. Et ça, c'est le prix de prod d'une matière première. Bitcoin, c'est pareil. Pourquoi le BTC, comme par magie, il est venu... Sur quel graphique ici? Sur lui. Comme par hasard, le Bitcoin, en mars 2020, pendant le crack Covid, il est venu à 3800. Et 2 mois plus tard, on avait l'halving, il est revenu à 9000. Parce que c'était les prix de production, tout simplement. Il faut savoir que pour miner du Bitcoin, c'était les prix de prod. Je vous mets ici, je ne sais pas si j'ai l'indicateur. Et je ne l'ai pas ici, mince. On va le trouver. Hop. Mais voyez, tac, on est venu chercher les prix moyens de prix de production, enfin les prix les plus bas. Et post-halving, on est remonté immédiatement parce que le prix de prod, il double en fait, tout simplement. Ok, donc ça, c'est un truc que vous devez comprendre quand vous investissez en crypto-monnaie. Quand vous investissez très haut des prix de production, vous achetez pas au bon endroit. Clairement. Par contre, quand vous investissez dans les prix de production, vous investissez au bon endroit. Et donc là, le prix de prod, bon, ça c'est sur 1 kWh à 0,05 ici. Pour certaines fermes, on est plutôt sur du 0,03 en coût énergétique. Ok, mais quoi qu'il en soit, si je le mets, on coupe l'apport en deux à 0,04, ici, on est sur un prix de production moyen entre 28
et on va dire 16 000, 17 000 dollars. Bon, on a eu des rapports de Riot et Mara qui annoncent pouvoir miner entre 14 et 10 000, ok. Ça, c'est pour comment dirais-je, ça, c'est pour vraiment les plus grosses fermes. Mais ça, c'est le prix de production. Et donc, post-halving, ce prix de prod, il double en fait. Donc, c'est pour ça que vous avez un Bitcoin sur le long terme qui est haussier, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui minent des puces de plus en plus puissantes. Donc, c'est ce qui fait augmenter la difficulté. Et aussi, le coût énergétique augmente. Avec l'inflation, le coût énergétique a augmenté. Donc, le prix de production a également augmenté. Et ça, c'est la valeur intrinsèque d'un Bitcoin. C'est pas pour ça que le Bitcoin va aller casser son ATH. Si le Bitcoin va casser son ATH, ok. Je suis pas en train de dire que c'est grâce à l'halving que le Bitcoin casse son ATH. Mais en tout cas, le prix de production augmente et le futur prix de production sera sous l'ATH. Okay, donc en 2024-2025, on pourrait très bien avoir un Bitcoin à 40 000 dollars et ça se trouve, on n'aura pas d'ATH avant 2026. J'en sais rien. Je dis pas que c'est grâce à l'halving qu'on a un ATH. Mais en tout cas, l'halving double la valeur intrinsèque d'un Bitcoin. Okay, donc c'est pour ça que si jamais vous chopez du Bitcoin à 17-18 000 avant son halving, ça sera un très bon prix parce que le prix de prod il sera au-dessus de 17-18 000 après l'halving. Donc il y a peu de chances en fait que le Bitcoin soit sous 17-18 post-halving. Ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Bon, ça je le retire, j'en ai pas besoin sur ce graphique. Bon, Bitcoin techniquement, non, c'est pas ce graphique ici, mais zone de combat qui a été cassée au sud. Donc depuis le FUD qu'on avait eu, les attaques de la SEC sur Binance et Coinbase, bon, ce qui confirme bien que c'est toujours un marché baissier. Hein. Comme je le disais, la dynamique est toujours baissière. Je pouvais pas être bullish sur le rebond puisque ça changeait pas en fait la dynamique du prix et pour l'instant ça la change toujours pas. En cas de rebond, personnellement je vois un rebond, si un rebond arrive entre 26 300 et 27 000 dollars à peu près, grand max. Il y a beaucoup de liquidation dans ces niveaux de prix et ça ferait un rebond zone de rechargement de short depuis le dernier sommet. Si on reste baissier, on n'est pas censé aller au-dessus de ces niveaux, donc si ça rebondit, ce serait max entre 26,3 et 27 pour de la continuation baissière, à part si un bottom se forme. Mais bon, là, on aura le temps de le voir et ça sera pas avant mois de juillet ou mois d'août si ça se forme, parce qu'un bottom, ça se forme pas en une journée. On a besoin de voir la structure de prix. Par exemple, le bottom du Bitcoin s'est formé ici de novembre 2022 jusqu'à janvier 2023. Ça met du temps, ça se fait pas en une journée, ok ? Donc pour l'instant, pas encore de signe de bottom. J'ai pas grand chose d'autre de plus à dire sincèrement. Si on a de la petite structure haussière ici qui se forme, pourquoi pas rebondir dans les niveaux de prix que je vous ai donnés, mais sinon sans plus. Et aussi gros niveau clé 25 000, tout se joue. Si ça cède, on se donnera un rendez-vous pour moi entre 21 000 et 22 600 dollars. Pour Ethereum, alors Ether. Bon, déjà, grosse structure baissière qui est en train de se former ici en weekly, c'est-à-dire fake out du range, réintégration, on ne casse pas, on confirme la structure en M-top, donc on a formé un haut de range ici. Simplement, Ether, si il est vraiment dans un range, son ban range, ce serait entre à peu près 1150 dollars et 880. Je dis pas qu'on va venir chercher ces niveaux de prix. Je dis juste que si on est bien dans un range, c'est une target qui est intéressante si on y vient pour acheter. Vu que ce serait un ban range, on achète les ban range et on vend le haut de range. Mid-range avec la EMA 208 weekly aux environs des 1500 dollars, pour moi, ça semble être un objectif. Cependant, je tiens à préciser également pour Ethereum qu'on est sur le premier arrêt autour des 1660. On est venu chercher l'objectif. Bon, là, on est légèrement dessous, mais on est sur la zone de premier arrêt. Si cette zone ne tient pas avec cette grosse zone de support ici, vous voyez, qui peut redevenir résistance maintenant, on aura la zone de rechargement que j'ai appelée V-bottom, donc de ce mouvement ici. On a également des trous dans le volume profile ici et des imbalances. Ok, donc, ça, c'est de environ 1475 dollars jusqu'à 1560. Donc pour moi, c'est clairement les objectifs à venir chercher tant que je vois pas de structure de bottom ici. Ça correspondra aussi au stop qu'on viendra chasser ici sous les 1560. Donc retenez bien la zone des 1475 jusqu'à 1560. Pour moi, c'est la zone qui demande à être comblée la plus proche du prix actuellement. Ok ? Tant qu'on reste baissier, pour moi, ETH, il se dirige au minimum, je dis bien au minimum, vers ses objectifs. S'il arrive à tenir ce V-bottom et à instaurer une structure haussière long terme, on pourra avoir un bottom comme ça. En revanche, si ce V-bottom cède ici, à ce moment-là, on se donnera rendez-vous où ? Dans la zone de rechargement, depuis le bottom des 880 dollars, entre 1150 et 1350 dollars. Faut se dire aussi qu'on a justement le wake-off check qui n'a pas été effectué à 1350. Donc, après, ça dépendra aussi beaucoup de Bitcoin, hein, ça faut bien l'entendre. Si Bitcoin est baissier, ETH le restera, ok, c'est bien ce qu'il faut comprendre, sachant en plus de ça que ETH BTC commence à refaiblir, le Bitcoin faiblit face au Bitcoin, ETH BTC reste baissier ici, hein. Ça c'est ce qu'il faut bien comprendre. On enchaîne les sommets descendants et les creux descendants, ETH BTC est toujours baissier depuis son top de septembre 2022, ok, et pour moi il y a clairement un objectif clair de revenir, je vais mettre une alerte d'ailleurs, sur les 0,59, ok, c'est un objectif sur lequel on peut revenir, donc ETH
peut continuer d'être faible face au Bitcoin. Donc si Bitcoin continue de baisser, ETH continuera de baisser, bien sûr, également. Donc on est sur des niveaux pas trop dégueulasses, on arrive dans les zones de rechargement du mouvement précédent, il reste encore quelques stops à chasser en daily jusqu'à environ 1570 $. Hop, comme ça on va tout couvrir. Ensuite, on arrivera dans les creux du volume profile, c'est des zones intéressantes dans les imbalances, il faudra avoir des structures de bottom, si on en a, pourquoi pas retrouver un Ethereum haussier avec un Bitcoin haussier. Mais s'il y a zéro structure, que le marché montre pas de signe de bottom, après les objectifs, ça se retrouve sous les 1360 $. Ok. Donc wait and see. Pour l'instant, on est sur un gros cluster, gros niveau important, que ce soit sur ETH et BTC. Si ça cède, on se donne rendez-vous pour moi jusqu'aux 21 000 $ potentiellement, donc entre 21 000 et 22 600 sur Bitcoin. Et Ethereum, ce sera au minimum pour moi, on se donnera un rendez-vous jusqu'aux 1430 à peu près, là quand je regarde en daily, jusqu'à 1430, voire 1500 $. Ok. Je vous fais un point macro rapide, mais je le ferai plus en profondeur demain. Et on fera un petit point sur les alts demain également. Alors, au niveau des alts, de la macroéconomie. Donc, S&P Nasdaq reste toujours haussier, le sentiment reste toujours majoritairement baissier, toujours 29% de gens net short sur S&P, 41% de gens net short sur Nasdaq, donc c'est ce qui booste justement pas mal les indices américains, parce qu'ils sont toujours majoritairement shortés, je vois que des gens baissiers. On arrive dans des zones de vente, il est vrai qu'on arrive dans des zones de vente, mais pour ce faire, il faut voir des éléments de momentum baissier et aussi des structures baissières pour call un top. C'est-à-dire un marché qui va faiblir au niveau de la hausse, qui va commencer à accumuler pas mal de creux et qui va commencer à se reverse et à casser tout d'un coup. Là, on pourra parler de top quand on aura vu ça. Tant qu'on ne voit pas ça, il n'y a pas encore de top sur les indices américains. Le gold, donc matière première que le Bitcoin suit un peu, le gold reste baissier. Je vous rappelle JP Morgan qui nous a annoncé une hausse du gold. Depuis qu'ils annoncent ça, le marché fait que baisser, généralement faire l'inverse de ce qu'ils disent. Pour moi, tant que je vois pas de bottom ici, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Direction zone de rechargement entre 1860 et 1915 $. Il y a le wake of check qui nous attend en 1864 avec un gap ouvert à 1875 $. Donc ça me semble être les objectifs tant que je ne vois pas de bottom. Et si les matières premières continuent de baisser, le Bitcoin est une matière première et il est corrélé aux matières premières parce qu'il suit et le gold, mais il ne suit pas que le gold, il suit aussi le pétrole par exemple. Le pétrole qui est baissier également. Pendant que les indices, eux, sont haussiers. Ok. Donc le Bitcoin est corrélé plutôt. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à surveiller ce qui se passe sur l'or et le pétrole. Le pétrole, il y a l'Arabie Saoudite qui fait tout pour essayer de réélever les prix, qui a encore cut la production, qui réduit la production pour les autres pays, pour essayer de réélever les prix, mais ça ne marche pas pour l'instant, le marché ne réagit pas du tout. Donc le pétrole qui reste toujours baissier, l'or également pour l'instant. Bon, depuis que JP Morgan nous colle des targets haussières, c'est le contraire qui arrive de se passer. Et pour le dollar, pour moi, le top est là. C'est-à-dire que sur ce rebond, on a trouvé le top depuis la structure baissière. Et donc, en cas de rebond, on s'attendra à un rebond. Pour moi, on n'est pas censé rebondir au-dessus des 104 points. Donc, on peut faire un rebond entre 104 et 103,7. Prochaine zone de vente, ok. Si le marché arrive à faire ça, mais ce sera pour une direction baissière parce que je pense qu'on va retourner dans le bas du range. Invalidation si on casse les plus hauts à 104,7 points, ok. Mais je pense qu'on va revenir zone de rechargement dans le bas du range et à ce moment-là, là on verra ce qui se passe. Est-ce que le dollar arrive à former un creux ascendant? Et si on arrive à faire ça, là, ça sera pour moi le dollar aura posé un bottom et on sera haussier à nouveau. Ou est-ce que le dollar reste baissier, c'était juste un short squeeze et que les BRICS vont continuer de monter en puissance? Et donc à ce moment-là, on continuera la dynamique baissière du dollar index en weekly. Vous voyez ici, on enchaîne les sommets descendants, on enchaîne les zones de rechargement de short. Si on casse les 100 points, ce sera continuation baissière et donc à ce moment-là, ça, je vais juste le monter. À ce moment-là, prochain objectif. Bon, ça, c'est eux qui disaient annoncer shorter le dollar. C'est pour ça que je vous disais qu'il y aura un rebond probable. Mais si on recasse les 100 points, qu'on continue la dynamique baissière du dollar en weekly, pour l'instant, le dollar, il est toujours baissier. Je tiens à le préciser techniquement. Mais je surveille la zone, on va dire, des 101 points, 100 points en cas de structure haussière comme celle-ci. Mais si ça reste baissier et qu'on casse les 100 points, pour moi, ce sera direction entre 98 points et 94 points au niveau du dollar ici. Ok. Donc ouais. Le dollar toujours baissier. Ok. On surveille quand même les zones de prix que je vous ai indiquées parce que ça, c'est des zones de prix dans lesquelles on peut tenter de faire des creux ascendants pour reverse en fait et poser un bottom sur le dollar. Donc ça, faudra surveiller. Il faut faire extrêmement attention à ça. Pourquoi je me méfie? Parce que comme j'ai dit récemment, Goldman Sachs qui a annoncé être bull sur l'or, c'est suspect. Un gros fonds d'investissement, comme je vous avais montré, qui a annoncé shorter le dollar sur les 101 points, c'était suspect, etc. Donc si on commence à essayer de dire aux gens shorter le dollar et acheter de l'or alors que les graphiques se retournent,
c'est que il y aura probablement un bottom du dollar et un top de l'or. Mais bon, ça encore une fois, on verra au cours des prochaines semaines. Les bottoms ne se forment pas rapidement, comme je l'ai déjà précisé. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prochain brief demain. Normalement, je vous ferai un brief demain et on fera un point sur le total 3 du market cap. Si vous souhaitez vous former et rejoindre l'école, vous pouvez le faire maintenant via notre site web. Ok. Donc le lien du site il est en description et en commentaire épinglé. Vous avez les formules ici, c'est sans engagement. Tout est disponible en rediffusion également. Vous pouvez stopper votre abonnement quand vous le souhaitez. Si vous n'êtes pas dispo en direct pour les cours, ils sont dispo en rediffusion à n'importe quel moment, très facilement. Et également très très bientôt ce mois-ci arrive le e-learning. Donc le e-learning c'est quoi? C'est tout l'aspect pédagogique, donc tous les cours, vidéos, écrits, exercices, examens, tout ça, ça arrivera sur le site web directement. Tout sera au même endroit, vous aurez accès à tout ça. Ok. Vous avez les montants ici qui sont inscrits juste ici. Vous choisissez l'offre que vous voulez, possible de payer en carte bancaire ou en crypto-monnaie, c'est vous qui décidez lors du paiement. Vous choisissez la modalité de paiement que vous souhaitez tout simplement et c'est automatique maintenant. Votre rôle élève, vous l'avez directement, il n'y a plus besoin de nous envoyer le TXID par exemple pour un paiement crypto, etc. etc. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit. Vous mettez votre mail, je m'inscris, le lien il est aussi en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo. C'est gratuit, ça le restera, et vous aurez des vidéos exclusives qui ne sont pas postées sur YouTube ou qui sont postées plus tard sur YouTube. Ok. Je pense que je vais bientôt introduire de nouveaux contenus pour la newsletter, je suis en train d'y réfléchir. Je pense que ce serait pas mal. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Et pour terminer, toujours un autre partenaire BitGet, si vous souhaitez trader sur une plateforme qui ne vous emmerde pas avec des KYC toutes les 2 secondes, qui ne vous demande pas toutes les 3 secondes de justifier d'où proviennent les fonds, etc. C'est possible sur BitGet, ça ne vous casse pas la tête, ok. Vous pouvez withdraw jusqu'à 50K USDT par jour sans KYC. Pour ceux qui se demandent est-ce que c'est possible de faire des virements bancaires, etc. Non, enfin c'est possible, mais sans KYC ce n'est pas possible, puisqu'on doit bien savoir d'où provient l'argent bancaire, ok. Ça, ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, vous avez le lien pour vous inscrire en description, en commentaire épinglé. Prochain concours aussi bientôt, j'attends un peu plus de volatilité. Là, ça commence à revenir, donc je pense qu'on va reprendre les concours. Pour tous ceux qui se seront inscrits via notre lien partenaire, il y aura des gains à récupérer très très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc demain pour le dernier brief. À demain, ciao ciao.